What's the address of your emergency? My 2-year-old son. We can't find him. How long has he been missing? About an hour. An hour? Yeah. 15 weeks have come and gone since anyone has seen 2-year-old Dior Koontz Jr. How the little boy went missing still remains a mystery tonight. It is a living hell. It literally is. For Dior Koontz Sr. and Jessica Mitchell, a family camping trip is the last time they saw their child. Hello, c'est Lionel. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. On va parler d'une affaire absolument passionnante qui est complètement inconnue en France. C'est une affaire de disparition dans la nature aux États-Unis, mon genre préféré. C'est vraiment un dossier qui a déchaîné les passions. On va parler de l'affaire de la disparition de Dior Koontz Jr. C'est une affaire qui, vous allez voir, est vraiment très énigmatique. Il y a des suspects potentiels. On ne connaît toujours pas la clé de l'énigme encore, 7 ans après les faits. Et pour une fois, je dois dire que j'ai vraiment une intime conviction. Je pense avoir la théorie, le scénario qui me semble le plus plausible pour éclairer ce mystère. Mais d'abord, on va faire comme d'habitude, je vais vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse. Mais avant de démarrer, si vous aimez mon contenu, si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Merci à ceux et à celles qui le feront. Commençons avec la présentation des faits. On va remonter en juillet 2015 et on va partir dans l'Idaho, un état au nord-ouest des États-Unis. À l'époque, Jessica Mitchell et Vernal Dior Koontz Sr., qu'on va appeler Vernal Koontz, ça sera plus simple, sont un jeune couple vivant près d'Idaho Falls, une ville tranquille. Ayant tous les deux dans les 25 à 30 ans, Jessica et Vernal, qui doivent se marier en août, ont un fils, un adorable petit garçon blond de 2 ans. Il porte le même prénom que son père, Dior, et il est plein de vie. Il aime son chapeau de cow-boy et ses bottes. Le jeudi 9 juillet 2015, c'est un beau week-end d'été qui s'annonce. Et le couple décide d'aller camper. Apparemment, c'est un week-end de camping décidé à la dernière minute. On ne sait pas trop qui a eu l'idée d'aller camper, mais le couple veut aller à Timber Creek, un lieu très isolé en pleine nature. Jessica et Vernal ne comptent pas partir seuls. Ils comptent emmener bien sûr Dior, leur fils, mais aussi le grand-père maternel de Jessica, nommé Robert Walton, alias Bob Walton. Bob Walton est âgé, il a au moins 75 ans et il n'est pas en bonne santé. Il est sous oxygène, il se déplace difficilement et il a aussi des trous de mémoire. Côté professionnel, Vernal Koontz a un emploi de routier tandis que Jessica, elle, s'occupe depuis 6 mois environ de son grand-père. Elle est un peu une proche aidante. En ce qui concerne le lieu de camping, Timber Creek, on ne sait pas trop qui a choisi cet endroit. Bob Walton, le grand-père, connaît bien Timber Creek. C'est un endroit où il a été allé pêcher plus jeune. Et il semblerait peut-être que Jessica a choisi cet endroit justement pour lui faire plaisir, pour lui rappeler des bons souvenirs. C'est aussi l'occasion de faire découvrir la nature à Dior. Le jeudi 9 juillet 2015, c'est le jour prévu pour le départ. En fin d'après-midi, Bob Walton, le grand-père de Jessica, rejoint Jessica et Vernal à leur domicile. Il vient avec son propre véhicule. En effet, ils ont prévu de partir à 2 véhicules. Celui de Bob, un Chevrolet Suburban bleu qui tire une caravane, et aussi celui de Vernal, un 4x4 plus ancien. En fin d'après-midi, ils partent donc à bord des 2 véhicules, avec Dior bien entendu, mais avant de quitter Idaho Falls, ils s'arrêtent pour récupérer une 5e personne, un homme qui s'appelle Isaac Raywand. Isaac est un ami de Bob Walton, le grand-père. Même s'il a l'âge d'être son fils, voire même petit-fils, Isaac et Bob Walton se connaissent depuis plus de 5 ans. Isaac a déjà fait des petits travaux chez Bob et apparemment ils ont sympathisé. Dans le passé, ils sont même allés pêcher plusieurs fois ensemble. Jessica et Vernal, les parents de Dior, ne connaissent pas du tout Isaac. Mais Bob Walton, le grand-père de Jessica, les a rassurés en quelque sorte.
il leur a dit que Isaac était un peu bizarre, mais qu'il était ok. Et c'est vrai qu'Isaac est un peu spécial. Il est un peu lent quand on l'entend parler, et puis bon, faut pas juger sur les apparences, mais c'est vrai qu'il a une apparence un peu inquiétante quand même, il faut dire les choses. Quoi qu'il en soit, Bob Walton a dit qu'il n'y aura aucun problème avec lui. De son côté, Isaac va dire aussi que c'est la première fois qu'il voit les parents, Vernal et Jessica. Et Isaac, c'est un gars qui a l'air assez cool, il n'a pas trop se prendre la tête, pas trop se poser de questions, donc il a été invité pour repêcher, il vient quoi. Aux alentours de 19h15, le jeudi soir, tout le monde prend donc la route en direction de Timber Creek. Ils sont donc pour environ 2h20 de route. Comme déjà dit, ils voyagent à bord de 2 véhicules. Isaac et Bob sont dans l'un des véhicules et le couple, Jessica, Vernal et leur fils, sont dans l'autre. Selon les déclarations d'Isaac, Dior Koontz, le gamin, est assis dans un siège enfant à l'arrière du véhicule de ses parents. Vers 21h30, les 2 véhicules atteignent enfin Timber Creek, à 16 km de Leadore, dans le comté de Lemhi. Pour accéder au terrain de camping de Timber Creek, il faut quitter la route goudronnée et emprunter une longue route de gravier qui se transforme en route rocailleuse. Il faut rouler pendant 11 km sur cette route presque impraticable. On ne peut circuler qu'en 4x4 ou en SUV avec des gros pneus sur cette route. Détail important, c'est la seule voie d'accès au petit terrain de camping. Et dans cette zone, il y a de gros problèmes de réseau téléphonique. En arrivant, Isaac monte sa tente, il allume aussi un feu de camp. Apparemment, tout le monde va se coucher assez vite parce que tout le monde est crevé. Isaac dort dans sa tente, Bob dans sa caravane, et Jessica, Vernal et Dior dorment à l'arrière du véhicule de Bob. Ce soir-là, rien de particulier n'est à signaler. Le jour se lève et tout le monde se rend compte à quel point l'endroit est reculé. On est vraiment au milieu de nulle part. On est au cœur d'une nature à la fois splendide et sauvage. Et le terrain de camping a un confort très basique. Il y a juste une table avec des bancs et un coin pour faire du feu. Notons qu'il n'y a personne d'autre sur le site. Ils sont absolument seuls. Et ce terrain de camping est dans une impasse. On ne peut pas aller plus loin. La prairie où se trouve ce mini terrain de camping et où ils installent leur campement est entourée de pentes et c'est assez sûr pour Dior, dans le sens où même s'il bouge beaucoup, il peut difficilement partir. Et il a peu d'endroits où aller, c'est ce que déclarera plus tard son père Vernal. L'endroit est agréable, une petite rivière coule à environ 15 mètres du campement, un peu en contrebas. Elle fait juste quelques mètres de large et est très peu profonde, l'eau doit faire dans les 60 cm de profondeur. Et à cette période de l'année, le débit est très faible. Une fois que tout le monde est levé, ils prennent leur petit déjeuner et Dior porte la tenue suivante, un pantalon de pyjama bleu, une veste camouflage, retenez ce détail, et aussi des bottes de cow-boy trop grandes pour lui. Ses parents vont expliquer que ces bottes faisaient 2 ou 3 tailles au-dessus. Il nageait un peu dedans quoi. Et en milieu de matinée, Jessica et Vernal veulent aller faire quelques courses. Rien de plus banal. Donc ils partent à Leadore, où ils prennent de l'essence et où ils achètent aussi de quoi manger dans une épicerie. Et ils reprennent ensuite, tous ensemble, le chemin du retour. De retour au terrain de camping de Timber Creek, vers 12h30, 13h, les parents et Dior retrouvent donc Isaac et Bob. Et durant leur absence, Isaac et Bob ont pêché. Ils ont même attrapé plusieurs poissons, 4 ou 5. Donc les parents, ils sont très curieux, Dior aussi, ils sont excités aussi parce qu'ils sont là pour pêcher. Et ils demandent à Isaac où il a attrapé ses poissons. Et Isaac, il est d'accord. Il est content de pouvoir montrer où ils ont pêché les poissons. Le grand-père, Bob Walton, reste assis, il se repose dans un fauteuil qui est installé sur le campement. Donc Vernal et Jessica commencent à suivre Isaac. Ils le suivent pour aller voir l'endroit où il a pêché les poissons. Ils partent pas très loin, ils partent à 30-50 mètres maximum, tout en commençant à suivre Isaac avec Vernal, son compagnon. Jessica se retourne et demande à Dior, son fils, s'il veut venir avec eux. Et Dior, c'est un enfant, il sait pas trop en fait, il lui dit oui, non, donc il commence à les suivre apparemment, et à un moment donné, il fait demi-tour. Sa mère va expliquer qu'elle regarde par-dessus son épaule à maman et elle voit l'enfant retourner en direction de son grand-père. Jessica présume que Bob Walton, le grand-père, va surveiller son fils. Surtout qu'en plus Dior
Il aime bien son grand-père parce que le grand-père a l'habitude de lui donner des bonbons. Donc Jessica et Vernol suivent Isaac qui leur montre les deux endroits où il a pêché les poissons. Pour atteindre la rivière, ils sont obligés de descendre un peu dans la forêt et d'aller en contrebas. Mais depuis la rivière, la visibilité est assez bonne parce que c'est pas une forêt très dense, il n'y a pas énormément d'arbres et on voit même la table du terrain de camping. On n'est vraiment pas loin, on n'est pas au fin fond des bois, la visibilité est correcte. Donc là, apparemment, Jessica et Vernol restent 10 à 15 minutes grand maximum au bord de la rivière. Précisons que Isaac n'est plus avec les parents. Il les a amenés près de la rivière pour leur montrer les endroits où il avait pêché les poissons et ensuite il est reparti. Mais il n'est pas reparti au campement, il est parti le long de la rivière pour pêcher apparemment. D'ailleurs, Jessica va dire que elle voit Isaac à un moment passer entre les arbres, près de la rivière, il a, semble-t-il, du matériel de pêche. Et Vernol, lui, se dit, ouais, c'est chouette comme endroit, je suis sûr que Deor va adorer. Parce que son fils, en tant qu'enfant, il aime beaucoup les insectes et les poissons. Donc Vernol dit, bah tiens, je vais aller chercher Deor. Donc Vernol laisse Jessica au bord de la rivière et il part. Vernol revient au campement, qui n'est pas très très loin de la rivière, comme je vous ai dit, et il retrouve Bob Walton, le grand-père. Et en arrivant, il lui dit, bah où est Deor ? Et là, le grand-père lui répond qu'il ne sait pas. « Je croyais qu'il était avec vous, » lui répond-il. Il semblerait qu'il y ait eu un malentendu, il y a eu un cafouillage. La dernière fois que le grand-père Bob Walton a vu Deor, il était apparemment à une trentaine de mètres, donc entre le campement et la rivière. Il était assis par terre près d'un arbre en train de jouer avec ses bottes ou de la terre. Mais Deor n'est plus là. Il a visiblement disparu. Donc là, je ne vous raconte pas dans quel état son père. Donc Vernol prévient tout de suite Jessica. Ils se mettent à chercher leur fils. Donc ils appellent Deor. Ils l'appellent par son prénom. Ils hurlent aussi ses surnoms, notamment Little Man, petit homme. Seulement, personne ne leur répond. Jessica et Vernol vérifient bien entendu les véhicules et aussi la caravane de Bob Walton, mais l'enfant n'est nulle part. À un moment donné, Isaac Weingart, qui était en train de pêcher au bord de la rivière, un peu plus loin dans la forêt, il revient au campement. Il voit l'agitation et il comprend pas. Il demande donc à Bob Walton ce qui se passe. Le grand-père lui explique donc que Deor a disparu. Et là, Isaac il tombe des nues. Pendant 20 minutes, Jessica et Vernol, les parents de Deor, cherchent leur fils. Ils fouillent les alentours. Sans résultat. L'enfant s'est comme volatilisé. Vous allez maintenant entendre un extrait de l'appel passé par Jessica au numéro des urgences. What's the address of your emergency? I'm actually camping in Leadworth, just outside of Leadworth. Uh-huh. My 2-year-old son, we can't find him. How long has he been missing? About An hour? yeah. Vernol, lui, a plus de problèmes avec son téléphone et pour capter du réseau, il décide de monter à bord de son 4x4. Il redescend un peu la route qui mène à Timber Creek. Il redescend environ 2 km plus bas et là, il réussit lui aussi à passer un appel au 911. Les recherches officielles concernant Deor Koontz vont commencer dès le vendredi après-midi. Les autorités du comté de Lemhi vont organiser une opération de search and rescue. Les secours vont rechercher Deor à cheval, en VTT, en véhicule tout-terrain et à pied dans un rayon de 4 km autour du terrain de camping de Timber Creek. Mais ils ne vont rien trouver. Le samedi 11 juillet 2015, les équipes de recherche se focalisent sur la rivière. Au départ, on envisage logiquement un accident. On se dit que Deor a pu tomber dans l'eau. Les autorités vont fouiller méticuleusement la rivière, mais ils ne vont rien trouver. Et il faut redire encore une fois que c'est une petite rivière, Elle n'est pas très profonde, le débit de l'eau n'est pas très important, il y a des rochers et puis il y a aussi des troncs d'arbres qui barrent l'eau. Donc dans l'hypothèse où Deor serait tombé dans la rivière, il ne serait pas allé bien loin et on l'aurait forcément retrouvé. Le dimanche 12 juillet 2015, les recherches continuent. Le bureau du shérif du comté de Lemhi rapporte que près de 200 bénévoles viennent aider les secours. Mais tous ces efforts resteront sans effet. Le lundi 13 juillet 2015, Deor est toujours introuvable et ses parents donnent une première interview à un média local nommé eastidahonews.com. Les parents expliquent ce qui s'est passé et ils disent aussi qu'ils pensent que quelqu'un a peut-être enlevé leur fils. Ce soir-là, environ 200 personnes se rassemblent à Idaho Falls pour une veillée aux chandelles. Vernol affirme qu'il va retrouver son fils. Il fait de belles déclarations, seulement
des rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Certains lancent des accusations contre les parents. Et selon eux, l'enfant n'a pas disparu. Il a tout simplement été tué par ses parents. En d'autres termes, il y aurait eu dissimulation. Cette interview à eastidahonews.com sera la seule donnée par les parents de Deor. Par la suite, ils refuseront toute interview dans les médias. Ceci dit, les parents se montrent coopératifs avec la police. Ils disent qu'ils n'ont rien à cacher et ils restent même toute la semaine à Timber Creek pour participer aux recherches. Les mardis et mercredis 14 et 15 juillet 2015, les fouilles continuent à Timber Creek. Des bateaux et plongeurs vont même explorer un réservoir situé à environ 400 mètres au-dessus de l'endroit où campaient les Coons. Pour rejoindre ce réservoir, il faut suivre un sentier qui grimpe. Et il n'y en a que pour quelques minutes à pied. Ces efforts resteront tous infructueux. Personne ne sait où est Deor Coons. Pour les forces de l'ordre, Jessica Mitchell, Vernal Coons, Bob Walton et Isaac Weingard sont tous considérés comme des personnes d'intérêt dès le premier jour, tout simplement parce qu'ils étaient les seuls présents à Timber Creek au moment de la disparition de Deor. Bien entendu, le bureau du shérif du comté de Lemhi lance un appel à témoins. Il n'écarte aucune piste et il se demande si Deor n'aurait pas été kidnappé par un pervers ou un réseau. Et la police va recueillir plusieurs témoignages intéressants. Un premier témoin va indiquer avoir vu dans un supermarché Walmart un vieil homme en train de faire ses courses en compagnie d'un enfant ressemblant énormément à Deor. Les hommes de loi vont se rendre immédiatement dans le supermarché Walmart. On va identifier cet inconnu et on va se rendre compte qu'il s'agit juste d'un brave grand-père avec son petit-fils. C'était une fausse piste. Un peu plus tard, la police reçoit un autre signalement peut-être important venant de Californie. On trouve un petit garçon blond en train d'errer seul dans le hall d'un hôtel. L'enfant est sale et il présente une ressemblance troublante avec Deor. Mais là encore, on va découvrir que ce n'est pas lui. C'était une fausse alerte. En août 2015, des semaines après la disparition mystérieuse de Deor, la famille va recevoir l'aide de la part d'un détective privé nommé Frank Wilt. Frank Wilt est un ancien US Marshal, c'est-à-dire un agent de police fédérale américaine dépendant du département de la justice, et il se porte volontaire pour enquêter sur la disparition de Deor. Sa seule condition est que les parents de Deor soient honnêtes avec lui. Frank Wilt, qui a de l'expérience, qui est quelqu'un de professionnel, même s'il est à la retraite, va faire des choses très intéressantes. Il va organiser une reconstitution avec un vrai enfant de 2 ans sur le terrain de camping de Timber Creek pour voir jusqu'où un enfant irait. Frank Wilt a l'air très motivé pour résoudre ce mystère, mais contre toute attente, il va démissionner. Frank Wilt démissionne pour plusieurs raisons. D'abord, il avait proposé d'offrir une récompense de $20 000 de son propre argent pour recueillir des informations utiles à l'enquête, et les parents de Deor ont refusé. Jessica et Vernal ont aussi refusé de participer à Good Morning America, une célèbre émission de télé nationale aux États-Unis. C'est très célèbre. Ça aurait pourtant donné un énorme coup de projecteur à l'affaire. Pour Wilt, c'est incompréhensible. Là où ça devient plus grave et où cette affaire va basculer dans quelque chose de beaucoup plus nébuleux et complexe, Wilt envoie une lettre aux parents dans laquelle il leur explique qu'il se retire de l'enquête et dans laquelle il les accuse d'avoir menti et déformé les faits réels qui pourraient résoudre le mystère de leur fils disparu. Et Wilt, vous voyez, il est assez sûr de lui, il écrit ça noir sur blanc, il n'a pas peur qu'on lui fasse un procès. Dans sa lettre, Wilt écrit aussi que les recherches ne sont utilisées par les parents que pour couvrir un possible crime que l'un d'entre eux ou les deux auraient pu commettre. Wilt a des mots assez durs pour les parents, à tort ou à raison. Et pour finir, il leur suggère de coopérer pleinement avec le shérif du comté de Lemhi et de dire la vérité, car tôt ou tard, la vérité sortira. Autant vous dire que, entre Wilt et les parents, la confiance a disparu. Donc là, Wilt, l'enquêteur privé, arrête de travailler pour les parents. En décembre 2015, Jessica et Vernal, les parents de Deor, vont embaucher un autre détective privé. Pour être plus précis, en fait, c'est une société d'enquête privée texane dirigée par un homme qui s'appelle Philip Klein. Au départ, Klein est assez confiant pour résoudre l'affaire. Il ne va pas ménager ses efforts, il va mener ses propres investigations sur le terrain, il va réinterroger aussi tous les témoins. Ça, c'est important, Il va mener
des interrogatoires, il va réinterroger les 4 personnes d'intérêt citées dans l'affaire. Jessica, Vernal, Bob et Isaac. Et il va filmer tous ces interrogatoires en vidéo. En janvier 2016, un coup de tonnerre se produit. Jessica Mitchell et Vernal Coons sont nommés suspects d'un homicide accidentel ou intentionnel par le shérif du comté de Lemhi, Lynn Bowerman. Bowerman qui juge les parents moins que dignes de confiance, pour employer ses propres mots. En effet, Vernal Coons, le père de Dior, a été soumis 5 fois au polygraphe, alias détecteur de mensonges, même si c'est une appellation un peu abusive. Et Vernal Coons a échoué à chaque fois. Pire, il a raconté 6 histoires différentes concernant le séjour de camping à Timber Creek. De son côté, Jessica Mitchell a, elle, échoué à 4 examens polygraphiques et a raconté 5 histoires différentes. Bob Walton, le grand-père, n'a pas été tellement plus concluant aux examens polygraphiques que Vernal et Jessica. De plus, il a donné 2 versions des faits différentes aux enquêteurs. Mais bon, la police n'élève pas le statut du grand-père à celui de suspect. Voilà, il reste une personne d'intérêt. En ce qui concerne Isaac Weingard, donc la 4e personne d'intérêt, l'ami de Bob Walton, eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais Isaac a raconté, lui, la même histoire aux enquêteurs privés et à la police à 4 reprises. C'est celui qui paraît le plus cohérent. Donc à ce stade, voilà où on en est. Seuls les parents Jessica et Vernal sont suspects dans l'affaire. Bob Walton et Isaac, eux, sont juste des personnes d'intérêt en tant que témoins d'un éventuel homicide. Citons maintenant une déclaration assez choc du shérif Lynn Bowerman. « Je pense que les parents de Dior cachent quelque chose. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous leur avons donné toutes les occasions d'expliquer qu'il s'agissait d'un accident, et ils ne l'ont pas fait. Pour moi, l'affaire est sûrement un homicide. » Et le shérif Bowerman va même plus loin. Il a la conviction que Dior Coons n'était même pas présent à Timber Creek, le jour supposé de sa disparition. Et c'est vrai qu'on n'a trouvé aucun signe concret de sa présence sur place. Ses parents ont juste montré sa couverture et aussi une peluche, un singe en peluche qu'il avait prétendument laissé sur place, mais on n'a aucune preuve formelle de sa présence. De plus, il n'y a aucun autre témoin que les 4 personnes d'intérêt. Donc, le shérif Bowerman marque un point. Là. Le changement de statut des parents qui sont désormais suspects provoque une réaction hostile de leur part ainsi que de leur famille. Ils disent en gros au shérif, eh bien si on est suspect, montrez-nous les preuves. Le problème, c'est qu'on en manque cruellement dans cette affaire. Même s'ils sont suspects, Jessica Mitchell et Vernal Coons vont rester libres. Ils ne seront jamais arrêtés ni inculpés, certainement par manque de preuves. De son côté, Philip Klein, l'enquêteur privé du Texas, a terminé ses propres investigations. Et il en arrive à la même conclusion que le shérif. Selon Klein, les parents mentent. Là, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est quand même la 3e personne à l'affirmer publiquement. Et Philip Klein ne fait pas cette déclaration de la légère. Il s'appuie sur des éléments concrets. Lors des interviews, les parents ont apparemment été incapables de répondre à des questions simples. Ils ont même donné parfois des réponses à l'opposé, complètement contraires à ce qu'ils avaient dit lors de leur déposition à la police. Klein et son équipe ont tout revérifié. La chronologie des faits, les données de téléphonie mobile aussi, et rien ne colle. Rien. On en reparlera dans la partie commentaire et analyse. Pour Philip Klein, toute cette histoire a été fabriquée pour couvrir, pour dissimuler la mort de Dior Coons. Et Philip Klein va même faire une déclaration choc dans les médias. Il va dire que Jessica aurait avoué à l'un des enquêteurs de son équipe qu'elle savait où se trouve le corps de son fils. Quand ils apprennent ça, les parents de Dior Coons sont furieux. Ils licencient tout de suite Philip Klein. Les parents de Dior Coons vont aussi chercher par la suite à décrédibiliser Philip Klein en l'accusant de n'être intéressé que par l'argent. Vernal Coons, le père de Dior, en veut au grand-père Bob Walton. Il déclare qu'il ne lui pardonnera jamais de ne pas avoir surveillé son fils. Il le juge quelque part responsable de sa disparition. Bob Walton, lui, de son côté, se défausse un peu de sa responsabilité. Il laisse entendre que
les choses ne sont pas aussi claires. Les choses ne sont peut-être pas passées de la manière dont tout le monde le dit, hein, dans le sens où il n'était pas forcément chargé de surveiller son petit-fils. Jessica et sa mère, elles, insinuent que Isaac, l'ami de Bob, aurait pu jouer peut-être un rôle dans la disparition de Dior. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, le climat devient de plus en plus malsain, les relations se détériorent, et pour le couple, c'est pareil. Jessica et Vernoll avaient l'air assez soudés au début de l'affaire, mais ils vont finir par se séparer. Plus surprenant encore, on va apprendre que Jessica Mitchell, la mère de Dior, va se remarier moins d'1 an plus tard, durant l'été 2016. Vernoll, lui, va partir travailler, toujours comme routier, dans un autre état. En clair, chacun refait sa vie de son côté. Pendant ce temps-là, les investigations et aussi les recherches relatives à la disparition de Dior Koontz vont continuer. En juin 2019, l'affaire est toujours irrésolue et on apprend que Bob Walton, l'arrière-grand-père de Dior, est mort d'un cancer à l'âge de 80 ans. Les dernières années, Bob Walton a toujours refusé de parler publiquement de l'affaire. Le même mois de juin 2019, un troisième détective privé nommé David Marshburn va travailler sur le dossier. Marshburn va refaire des investigations sur le terrain de camping de Timber Creek avec 2 chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Un des chiens de Marshburn va d'ailleurs apparemment réagir à une odeur dans la zone de la disparition de Dior, mais ça ne donnera rien. Marshburn va durant ses recherches aussi trouver un ossement. Après plusieurs mois d'analyse par un laboratoire du FBI à Quantico en Virginie, on va apprendre que c'est un os d'animal. Cette trouvaille est donc sans aucun rapport avec l'enfant disparu. En 2019, les plaintes qui avaient été déposées par les parents de Dior contre Philip Klein, l'enquêteur privé du Texas qui avait fait des déclarations choc contre eux, sont toutes rejetées 3 fois par un tribunal. La justice a considéré que Philip Klein n'avait pas diffamé les parents, que ces allégations se basaient sur des constatations, sur des éléments de preuve, des éléments solides. Voilà où on en est à l'heure actuelle dans ce dossier. Depuis la disparition du petit Dior Koontz, ses parents ont refait leur vie chacun de leur côté, en toute liberté. Bob Walton est décédé et Isaac Weingard, l'ami de Bob, a lui aussi refait sa vie. Il s'est même marié. Comme les autres protagonistes survivants, Isaac maintient qu'il ne sait pas ce qui s'est passé lors de ce séjour de camping. Et quand on lui pose la question, Isaac assure encore à 100% que Dior était bien présent à Timber Creek le jour de sa disparition. Chaque année, le shérif Penner organise de nouvelles recherches à la date anniversaire de la disparition de Dior, le 15 juillet. L'enquête sur la disparition mystérieuse de Dior Koontz reste ouverte, mais le shérif Penner a déclaré que, contrairement à son prédécesseur, il ne nommerait pas Jessica Mitchell et Vernoll Koontz comme suspects. Tous les deux restent juste de simples personnes d'intérêt. Vu que la justice n'est pas parvenue à éclairer ce mystère, qu'est-il arrivé à Dior Koontz Jr.? Crime, enlèvement, accident? Est-ce que quelqu'un ment dans cette affaire? Et si oui, qui et pourquoi? La disparition de Dior Koontz Jr. reste non élucidée à ce jour, et ce dossier continue de hanter les esprits de nombreuses personnes à l'heure actuelle, dans le comté de Lemhi en Idaho, mais aussi plus largement partout aux États-Unis. Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyse. Irrésolue à l'heure actuelle, l'affaire de la disparition de Dior Koontz est particulièrement obscure. Nous allons toutefois essayer d'apporter un peu de lumière sur ce mystère. On va passer en revue les différentes théories possibles en partant de la moins plausible. Il existe en gros 3 théories. Première théorie, l'attaque par un animal sauvage. C'est vrai qu'on est dans un environnement brut, sauvage, on est vraiment en pleine nature, au fin fond de l'Idaho. Il y a beaucoup de faune dans ce secteur, des loups, des ours, des cougars, des lions des montagnes. Âgé de 2 ans, Dior aurait pu être une proie facile pour un prédateur. Mais la thèse de l'attaque par un mammifère carnivore ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Déjà, les statistiques montrent que les attaques de ce genre sont plutôt rares. Par exemple, on a recensé seulement 14 attaques mortelles par un lion des montagnes aux USA et au Canada depuis 1915. De plus, en cas d'agression, en cas d'attaque, on aurait peut-être entendu l'enfant crier. Ses proches n'étaient pas loin. Il y avait quand même 4 adultes dans le même secteur.
Et on sait que les cris portent très loin dans les bois. Et surtout, on aurait forcément retrouvé des marques sur le sol, des traces de sang, et puis on aurait trouvé, tôt ou tard aussi, le cadavre de Deor, au moins des restes, comme son crâne, ou des morceaux de vêtements. Là, on n'a absolument rien trouvé. Dernier point important, Deor portait des bottes de cow-boy trop grandes pour lui. Elles faisaient au moins 2 tailles au-dessus. Donc si un animal sauvage l'avait attrapé, l'avait emporté, il les aurait sûrement perdus. Ça vaut aussi pour la théorie de l'enlèvement par un aigle. Certains ont avancé l'idée qu'un oiseau aurait peut-être pu l'attraper, l'emporter dans les airs. Bon, personnellement, je n'y crois pas, mais bon, dans tous les cas, Deor aurait certainement perdu ses bottes. Or, on ne les a jamais retrouvées. Nous avons éliminé la thèse de l'accident. On va maintenant passer à la seconde théorie, celle d'un enlèvement. Un enlèvement est très improbable pour moi dans cette affaire pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a qu'une seule route d'accès pour atteindre Timber Creek. Il est rigoureusement impossible que quelqu'un accède au terrain de camping en véhicule sans que personne ne le voie ou l'entende. Or là, aucun témoin n'a signalé de véhicule suspect. Il semblerait que les 4 protagonistes de l'affaire étaient absolument seuls sur place. De plus, ça ne fait pas grand sens d'enlever un enfant en plein jour, surtout quand il est en compagnie de 4 adultes. C'est extrêmement risqué. Et pour terminer, les enquêteurs, c'est-à-dire les hommes du shérif et aussi tous les détectives privés qui ont travaillé sur l'affaire, n'ont trouvé sur place aucun indice indiquant qu'un kidnapping a eu lieu. Il faut donc arriver à la 3e et dernière théorie, celle d'un homicide volontaire ou involontaire. Commençons par l'hypothèse d'un crime. Personnellement, je ne crois pas à la thèse du crime dans cette affaire pour des raisons que je vais vous expliquer. Tout d'abord, je doute que les parents de Deor aient attenté à la vie de leur fils parce que ils avaient l'air de l'aimer sincèrement. En ce qui concerne le grand-père, Bob Walton, qui a aussi une apparence un peu inquiétante, je ne crois pas qu'il ait commis un meurtre sur l'enfant. On n'est pas dans le monde des bisounours, on sait qu'il y a quand même des histoires qui sont assez glauques qui peuvent arriver, mais je ne crois pas à la culpabilité de cet homme dans cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'il avait la capacité physique de s'en prendre à Deor, mais surtout, je doute énormément qu'il avait la capacité physique de faire disparaître son corps. Il ne faut pas oublier qu'il est resté très peu de temps seul sur le campement, et puis je ne sais pas ce qu'il aurait fait du corps. Il ne pouvait pas cacher le corps dans sa caravane, par exemple, et puis encore moins s'en débarrasser sans que Jessica et Vernol, les parents de l'enfant, ne s'en rendent compte. Je pense que matériellement, ça n'était pas possible pour lui de commettre les faits et aussi faire disparaître le corps. Quand on élimine les parents et l'arrière-grand-père, il ne reste plus qu'Isaac Weingard, qui, il est vrai, pourrait paraître la personne la plus suspecte. Pour 2 raisons. Première raison, c'était une personne extérieure à la famille. C'était un ami de Bob Walton, mais les parents de Deor ne le connaissaient pas. Seconde raison, Isaac est quand même quelqu'un d'un peu inquiétant. Déjà physiquement. Bon, c'est pas de sa faute. On va pas sombrer dans le délit de sale gueule, mais bon, c'est vrai que il a une apparence qui peut être assez effrayante. Hein. Et surtout, Frank Wild, donc le premier détective privé qui a travaillé sur l'affaire, il a révélé une information intéressante sur Isaac. Il a déclaré que Isaac avait été condamné déjà pour une agression sexuelle, sans donner plus de précision. Il y a d'autres éléments aussi qui pourraient rendre potentiellement Isaac suspect dans ce dossier. C'est que, rappelez-vous, il n'était pas présent avec les parents au moment de la disparition de Deor. Comme je vous ai dit, il était en train de pêcher, un peu plus loin, le long de la rivière. Mais bon, il n'était quand même pas là. Il n'était pas là. Et Frank Wild a révélé d'autres informations un peu troublantes sur Isaac. Bon, ce sont des détails, mais bon, par exemple, Isaac n'a pas du tout participé aux recherches de l'enfant. Ou encore, le lendemain de la disparition de Deor, quand il s'est levé, il a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas aussi bien dormi. Voyez. Donc il a eu visiblement un comportement très détaché vis-à-vis des événements.
Est-ce que ce sont de simples maladresses? C'est vrai que Isaac est un peu spécial, il a l'air un peu trop cool peut-être, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est le signe peut-être de quelque chose de plus sombre? Au vu de tous ces éléments, on pourrait tenter de penser qu'Isaac Weingard est peut-être responsable de la disparition de Dior. C'est vrai qu'il a un peu la figure d'un coupable idéal, mais moi je vais vous dire, j'ai tendance à penser que Isaac est innocent. Je ne crois pas du tout que Isaac s'en soit pris à l'enfant parce que, comme pour l'arrière-grand-père Bob Walton, c'était compliqué pour lui d'agresser Dior, pratiquement sous le nez de ses parents, et sans que personne ne l'entende. Même si Isaac avait tué Dior sans faire de bruit, je ne sais pas comment il l'aurait fait pour faire disparaître le corps. Je veux dire, il était à pied, il n'avait même pas de véhicule. S'il avait enterré l'enfant à la va-vite à quelques centaines de mètres du campement, on l'aurait rapidement retrouvé. On va pas se mentir, Isaac est un peu spécial, c'est vrai, tout le monde s'accorde à le dire. Bob Walton le disait du temps de son vivant, les médias aussi le laissent entendre. C'est un gars qui est un peu lent, mais qui n'est pas stupide, et puis c'est pas un mauvais bout quand on l'entend. Il y a un élément aussi assez objectif qui tente à montrer que ça n'est pas forcément la personne la plus suspecte, c'est que c'est la personne qui a été la plus cohérente avec les policiers et les enquêteurs privés. Il a toujours tenu le même discours. Il n'a jamais changé de version, il n'a jamais menti de manière explicite, contrairement aux autres protagonistes. Moi, j'ai une intime conviction dans cette affaire, je privilégie un scénario assez précis, et je vais vous dire, je me demande si on ne se serait pas servi d'Isaac. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Si je ne crois pas du tout à un acte criminel dans cette affaire, c'est-à-dire à un homicide volontaire, la théorie d'un homicide involontaire, comme un accident, me paraît beaucoup plus crédible. Au vu de tous les éléments que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, il me paraît assez évident que les événements ne se sont pas passés de la manière qu'ont raconté les parents. C'est un fait. L'ancien shérif du comté de Limay et 2 détectives privés ont déclaré que les parents de Dior avaient menti. Ils ont échoué à de multiples reprises au test du polygraphe et ils ont changé plein de fois de version. Philip Klein, le détective privé du Texas qui a filmé plusieurs interrogatoires avec chaque personne d'intérêt et a procédé à de nombreuses vérifications, a conclu que les événements n'avaient pas pu se produire de la manière dont les parents l'ont raconté. Je vais vous donner 2 exemples extrêmement pertinents et troublants. Premier exemple, Jessica et Vernon ont par exemple raconté que quand ils ont fait leurs courses à Léodor le vendredi matin, quand ils ont pris de l'essence, un employé aurait interagi avec Dior. Or, aucun témoin ne s'est souvenu par la suite d'un tel événement. Et personne ne se souvient avoir vu l'enfant en compagnie de ses parents. Deuxième exemple troublant. Les enquêteurs privés ont retrouvé dans l'ancien appartement des parents d'Idea Falls, dont ils avaient été expulsés parce qu'ils ne payaient pas leur loyer, une veste camouflage taille enfant similaire à celle qu'était censée porter Dior le jour de sa disparition. Est-ce qu'il avait 2 vestes de camouflage ou alors est-ce que ses parents ont menti, encore une fois? Alors là, c'est mon ressenti personnel, ça n'est qu'une question d'interprétation, mais j'ai personnellement de gros doutes sur la sincérité des parents. On va réécouter par exemple l'appel au 911 passé par Jessica après la disparition de son fils. Vous allez me dire si ça ressemble vraiment à une mère en état de panique. What's the address of your emergency? I'm actually camping in Leadworth, just outside of Leadworth. Uh-huh. My 2-year-old son, we can't find him. How long has he been missing? About an hour. An hour? Yeah. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça ressemble pas beaucoup à une mère très affolée. J'ai aussi des gros doutes sur la sincérité de cette personne quand j'examine ses expressions faciales. À titre d'exemple, on va regarder un extrait d'un interrogatoire qui avait été filmé par Philip Klein. I don't remember what I said to him. The last thing that I said to my son when my grandpa said he would watch him
I was all for it. I was excited. And that kills me because it was my idea. Like, oh, yeah, I want to go fishing. Like. Bon, on sait que les Américaines sont un peu maniérées déjà à la base, mais là, je trouve qu'elles surjouent un peu, quoi. Elle en fait des caisses. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça ne fait qu'accroître un peu plus mes doutes concernant la sincérité de cette personne. Et c'est pas fini. Ils ont aussi refusé de passer dans une grosse émission nationale, Good Morning America, qui aurait certainement pu aider à faire connaître l'affaire. Ça commence à faire beaucoup de red flags. Hein. Autre red flag de taille concernant cette personne, il ne faut pas oublier qu'elle s'est remariée 1 an après la disparition de son fils. Elle s'est remariée, a refait sa vie sans savoir ce qui était arrivé à son fils, sans qu'on l'ait retrouvé. Certains pourraient être tentés de penser qu'elle a peut-être fait son deuil assez vite. Bon, bien entendu, ça n'en fait pas une criminelle, hein. Ça n'en fait pas la responsable de la disparition de cet enfant, mais bon, c'est vrai que bon, ça peut poser question quand même. Il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est vrai que dans les drames touchant les enfants, disparition, décès, etc., il y a 2 possibilités en général. Soit les parents restent très soudés, soit le couple explose. Là, le couple a explosé, ok, mais bon, c'est vrai que de là à se remarier aussi vite, c'est quand même surprenant. Chères spectatrices et spectateurs, j'en viens maintenant à vous donner mon avis personnel, la théorie que je privilégie, parce que voilà, j'ai une intime conviction dans ce dossier, c'est pas toujours le cas, mais là, j'en ai une, je pense avoir un scénario qui tient la route et qui pourrait faire sens. Je vais déjà commencer par écarter la théorie d'un enlèvement paranormal. Je dois le dire parce que ce cas de figure est plus ou moins suggéré par un auteur américain très célèbre dans le domaine des disparitions, dont j'ai déjà parlé. Malgré tout le respect que j'ai pour cette personne, je ne suis pas du tout d'accord avec lui là. Je trouve même que c'est abusé. Je suis tout à fait ouvert sur l'inexpliqué, mais dans le cas actuel, c'est abusé. C'est abusé. Quand on voit tous les éléments qui ont tendance à incriminer les personnes qui étaient présentes sur place, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour moi. Quand on voit tous les faits que je vous ai présentés, on constate qu'il y a quand même un énorme faisceau d'indices qui tente à montrer que les personnes qui étaient présentes sur le terrain de camping de Timber Creek au moment de la disparition de l'enfant n'ont pas dit toute la vérité. On a vraiment le sentiment que ces personnes cachent quelque chose. Alors, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, surtout quand elle a déjà 2 ou 3 pneus crevés, mais force est de constater que les parents de Dior sont assez louches. Je vais vous présenter le scénario que je privilégie, un scénario purement théorique des événements tels qu'ils auraient pu se passer. Alors attention, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de porter d'accusation contre les parents. Je réfléchis, je spécule, je soumets juste une hypothèse. Et peut-être que je me trompe. Hein. Imaginons que durant la semaine, donc quelques jours avant le séjour de camping, Dior décède dans un accident domestique chez ses parents. Possiblement à cause d'une négligence de leur part. Les parents auraient pu commettre une erreur fatale, ils auraient peut-être aussi pu, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, faire la fête et puis prendre une drogue récréative. Il semblerait que ce soit une pratique qui existe. Et imaginons qu'ils aient laissé traîner, je sais pas moi, des cachets d'ecstasy, n'importe quoi, une substance illicite chez eux, sur une table basse, et que Dior, qui aime les bonbons, ça a été dit, tombe sur ses cachets. Il croit que ce sont des bonbons, il en absorbe et malheureusement, il fait une overdose. Voilà. Donc Dior décède accidentellement. Les parents s'en rendent compte trop tard et là, ils paniquent parce que non seulement leur enfant est décédé, mais surtout parce que c'est leur faute. Ils ont acheté en plus une substance illégale, donc ils ont vraiment peur d'avoir des ennuis avec la justice. Alors attention, encore une fois, je suis en train de spéculer, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils prennent souvent des drogues, mais bon, je vais quand même vous citer un exemple. Il se trouve qu'apparemment, après une séance d'interrogatoire,
Les parents, après, sont allés dans un sex shop pour s'acheter plein de sex toys avant d'aller s'enfermer dans leur chambre d'hôtel. Et beaucoup d'observateurs ont trouvé ce comportement un peu surprenant. Voilà, surtout après des heures d'interrogatoire dans le cadre de l'affaire de la disparition de leur fils. Donc pourquoi pas. Vu que le couple apparemment aimait les expériences sortant un peu de l'ordinaire, on peut tout à fait imaginer que de temps en temps, ils auraient pu prendre des produits pour s'envoyer doublement en l'air, voilà, pour employer une expression un peu triviale. Les parents savent qu'ils ont commis une faute, ils ont peur d'aller en prison, ils ont peur que leur vie soit foutue, donc ils prennent une mauvaise décision. Ils ne préviennent pas la police et au contraire, ils décident de, par exemple, emballer le corps de leur fils dans des couvertures et dans plusieurs sacs poubelles. Ils rangent le tout, par exemple, dans le coffre du 4x4. Leur idée est de se débarrasser du corps de leur fils quelque part dans la nature. Complètement affolée, Jessica appelle son grand-père Bob Walton et elle lui explique la situation et elle le supplie de l'aider. Et ils prennent alors la décision de maquiller ce décès accidentel en disparition dans la nature. Voilà pourquoi ils décident au dernier moment d'organiser ce week-end de camping. C'était une décision de dernière minute, ça a bien été répété. C'est aussi pour cette raison qu'ils partent aussi tard le vendredi et qu'ils arrivent sur place à la nuit tombée. Bob Walton, le grand-père, a bien entendu accepté d'aider Jessica parce qu'il est âgé, c'est sa petite fille, il l'aime et donc il veut l'aider à sortir de ce pétrin. Mais à ce stade, les parents et les grands-parents se disent qu'ils ont peut-être besoin d'un autre complice. Un complice volontaire ou non. Et le mieux, c'est que ça soit quelqu'un qui n'est pas de la famille, vous voyez, ça donne du crédit à leur histoire. Parce que si c'est qu'une histoire interfamiliale, bon, la police après pourrait penser que tout le monde a menti, vu que c'est la même famille, vous voyez. S'il y a une personne extérieure, ça peut peut-être donner un peu plus de crédibilité. Voilà pourquoi Bob Walton pense à son ami Isaac, qui en plus est un peu marginal. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils informent tout de suite Isaac de toute la situation, soit ils mentent. Ils peuvent cacher aussi le fait qu'ils emmènent avec eux le corps de Dior, vous voyez, parce que peut-être qu'Isaac n'aurait pas accepté autrement. Parce que s'il avait été au courant, il aurait peut-être pu refuser de les accompagner pour ne pas avoir de problème. On peut très bien imaginer que Isaac ne soit informé de la situation qu'une fois sur place. Il serait en quelque sorte mis devant le fait accompli. Et là, il est tout à fait concevable que Isaac soit obligé de mentir, quelque part. On peut lui faire du chantage. On peut très bien lui dire « Ah bah oui, bah si tu refuses, on va dire que c'est toi qui a joué un rôle dans le drame. » Vous voyez, il y aurait eu 3 paroles contre une seule. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Isaac, comme je l'ai dit, est quelqu'un d'un peu inquiétant. Déjà, il a un profil un peu bizarre. Il avait aussi eu apparemment dans le passé une condamnation pour une agression sexuelle. Vous voyez ? Donc c'était un peu le coupable idéal. Donc dans ce scénario purement théorique, Isaac se retrouve totalement piégé. Il est coincé aussi, il ne peut pas repartir parce qu'il a été transporté à bord d'un des véhicules. Il n'a pas de véhicule avec lui. Il peut difficilement repartir à pied comme ça dans la nuit. Ils sont au milieu de nulle part. Donc il n'a pas d'autre choix que de suivre le plan qui a été décidé. Il y a peut-être une possibilité de chantage, mais il y a aussi une autre éventualité, c'est qu'on lui ait proposé aussi de l'argent pour qu'il les aide. Ça n'est pas non plus impossible. En fait, tout le monde est pris dans un engrenage infernal parce que tout le monde ment dans ce scénario. Et tout le monde a intérêt à mentir parce que si l'une des personnes dit la vérité, tout le monde plonge. Donc tout le monde est pris au piège et tout le monde a intérêt à mentir, quoi. En ce qui concerne le corps de Dior, il a été enterré quelque part, possiblement le vendredi soir ou même avant, très très loin du camping de Timber Creek. Voilà pourquoi on n'a pas trouvé une seule trace. Pour être tout à fait complet, il est aussi possible qu'il y ait une variante à ce scénario, c'est que Dior Koontz était effectivement vivant quand ils sont arrivés sur le terrain de camping. Bob Walton avait invité Isaac parce qu'il avait de l'amitié pour lui. L'accident est survenu durant le séjour. Il y avait peut-être eu de l'alcool et de la drogue surtout impliqués dans les événements. Voilà pourquoi il y a eu une négligence.
il a été prouvé que Bob Walton, le grand-père, avait amené avec lui une bouteille de whisky. Il n'en buvait pas lui-même à cause de ses problèmes de santé, mais c'était plutôt pour offrir aux autres. Donc quand Isaac a déclaré à maintes reprises que Dior était bien présent avec eux sur le terrain de camping, il a peut-être dit vrai, sauf que l'accident fatal est survenu plus tard. Can you say 100% for sure Baby Dior was up there? Yes, I can tell you that much that he was up there. Do you think that's possible that an accident happened? Yeah, it could have been an accident. You know, could be possible. Et si l'accident fatal est survenu à Timber Creek le vendredi soir très tard, eh bien les protagonistes avaient tout le temps nécessaire durant la nuit, voire le samedi matin, pour se débarrasser de son corps et l'enterrer quelque part très très loin du terrain de camping. Voilà, c'était mon analyse. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Je vous ai présenté ce scénario purement théorique, mais je me suis autorisé à le faire pour une raison assez objective. Il est avéré que les parents n'ont pas dit toute la vérité. Vu qu'ils ont échoué à maintes reprises au test du polygraphe, vu qu'ils ont changé X fois de version d'histoire, tout laisse à penser qu'ils n'ont pas dit toute la vérité et qu'ils cachent quelque chose. Voilà, donc à partir du moment où ils cachent quelque chose, eh bien on peut tout imaginer, notamment le scénario que je viens de vous présenter. Malheureusement, vous savez comme moi que dans certaines affaires criminelles, les coupables ont parfois beaucoup de chance. Ça rappelle d'ailleurs d'autres affaires en France de disparition. Et voilà quoi. Ce qui est rassurant, c'est de savoir que l'enquête reste ouverte. L'affaire n'a pas été classée. Le shérif du comté de l'Émail, le shérif Penner, l'a encore déclaré récemment. Mais bon, j'ai tendance à penser que c'est mal parti parce que le shérif Bowerman avait nommé les parents comme suspects dans la disparition de leur fils. Ce que se refuse de faire le shérif actuel. Le shérif Penner, qui est un brave homme, hein, j'ai rien contre lui, mais bon, quand on l'entend, quand on voit ses actions, je me demande s'il est suffisamment compétent pour résoudre cette affaire. Bon, cette affaire remonte maintenant à 7 ans, elle est en train de devenir un cold case, malheureusement. Hein. Espérons qu'on va connaître la vérité un jour. C'est ce qu'avait dit Frank Wild, rappelez-vous, il avait déclaré dans la lettre qu'il avait écrite aux parents, il avait dit que tôt ou tard, la vérité sortirait, mais bon, malheureusement, on est 7 ans plus tard et malheureusement, on n'a pas tellement avancé dans cette affaire. Si vous avez des théories, je vous invite à les proposer dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, donc c'était l'affaire de la disparition mystérieuse de Dior Coons. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et aussi, surtout, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est la meilleure façon d'aider mon travail et puis aussi de m'encourager à vous proposer des vidéos. Merci à vous. J'en profite pour souhaiter un beau début d'été à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je sais que j'ai des spectateurs et spectatrices un peu partout dans le monde, en Europe bien entendu, mais aussi en Amérique, en Asie, etc. Donc, je vous salue amicalement et je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas.